Charadis, une émission de Radio Zinzine réalisée en collaboration avec Ruth Stegassi. Une rencontre avec Mona Jourdan, une femme entre mer et colline. Cet entretien fait partie d'une série d'émissions mensuelles qui portent sur l'évolution sociale et économique de notre région à travers le portrait des gens qui y sont nés ou qui y vivent depuis longtemps. Pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne parlent pas couramment le provençal, Charadis est un terme francisé dérivé du mot charadis ou au féminin charadisso. Selon le lexique provençal et des mots d'ici, cela signifie conversation animée, longue causerie ou alors entretien de plusieurs personnes. Mona Jourdan habite à Vachères, dans les Alpes de Haute-Provence. Elle y élève de la volaille et également des lapins. On peut la voir régulièrement sur les marchés de la région où elle tient un beau stand rempli de toutes sortes de fossiles dont elle a trouvé et mis en valeur une grande partie elle-même. Tous ceux qui la connaissent ont pu sentir son extraordinaire vitalité et sagesse, tout en appréciant ses dons de conteuse d'histoires drôles et piquantes. Je suis arrivée en 1974 dans la région et ici où je suis en 80. Mais au départ j'étais à Fort-Calquier et je suis arrivée à Fort-Calquier en 1974. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'étais née à La Ciotat, au bord de la mer, et on vivait, mon père travaillait au chantier naval. On était pauvres, il n'y avait pas des aides comme il y a maintenant. Et on avait tendance à arrondir les menus avec les produits de la pêche et de la chasse, le jardin, les chèvres de la grand-mère. Et c'était une vie, c'était pas la Côte d'Azur, il n'y avait pas du monde comme maintenant. C'était tranquille, c'était un peu le rêve, quoi, le climat, tout ça. Et alors, quand ça a changé, moi, quand j'étais adulte, je suis partie à Orient un an. Quand je suis rentrée, ils avaient construit des maisons, ils avaient refait la route devant chez moi. Simplement, cette route devant chez moi avec un rond-point, ça avait tout changé. Ce qui fait que je me suis dit, c'est plus là, il faut que je monte plus au nord, quoi. Alors, je suis arrivée à Fort-Calquier parce que j'avais un ami qui avait des chèvres. Enfin, on avait fait des études ensemble, des études. On était dans les arts plastiques. Et j'étais venue le voir, ça m'avait plu. Donc, dans un premier temps, j'habitais Fort-Calquier. Mais il fallait que je quitte la ville pour aller à la campagne, me promener et tout. Et après, j'ai appris... une fois, je me suis promenée sur le coteau, là, en plein hiver. C'était très désolé, il y avait le vent, il faisait froid. C'était vraiment un retour en arrière dans le temps, quoi. Et je me suis dit, c'est peut-être là. Et après, j'ai appris que ce versant ici se vendait. Et ça, c'était en 80, et je suis venue m'installer en 80. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est arrivé au bon endroit ? Une odeur. C'est l'odeur. Mais moi, c'est curieux parce qu'on pourrait se dire, il n'y a pas l'odeur de la mer. Mais moi, c'était l'odeur de la campagne, d'une ambiance, des saisons qui changent et tout. Par contre, il y a très souvent, et à cette fenêtre-là, ici, un air qui vient du sud. Et l'été, très souvent, il m'est arrivé de décrocher le téléphone et de dire à une amie qui est là ou quoi, prends tes affaires, on descend à minuit, on est dans l'eau. Parce que je sentais ce vent de la mer qui arrivait et ça me rappelait le bord de mer, quoi. Mais le bord de mer, à cette époque-là, où c'était les gens qui bossaient au chantier naval avaient des jeans. C'était pas la mode, les jeans qui déteignaient. On les mettait à la mer, sous une pierre, dans l'eau salée, pour fixer la couleur. Pour vous dire un peu, va maintenant mettre un jean tout neuf, sous une pierre dans l'eau au bord de la mer, le lendemain, si tu vas le trouver, bon. Donc c'était une autre époque. Mais ce qui donne l'impression aussi qu'on est arrivé,
c'est le potentiel qu'il y a. C'est les matériaux, comment est la pierre, comment est le sol, comment est le terrain, comment est la course du soleil. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? Mais on peut faire plein de choses ailleurs. C'est pas spécialement ici que c'est le mieux. Hein. Parce que moi, je vis ici physiquement, mais là-dedans, dans ma tête, j'en ai un autre endroit. Ou quand j'ai des problèmes, ou quand je roule, ou quand j'ai trop de fatigue, ou que j'ai besoin de... Et je construis pareil de l'autre côté. Et ça avance, ça a évolué par rapport à... J'ai dû commencer il y a 25 ou 30 ans, et ça a évolué. Et le Yéti dont on parlait, avec qui j'ai vécu 13 ans, comme cet endroit-là est au nord de l'Afghanistan, cet endroit qui est dans ma tête, enfin, que j'ai connu quand même en 70. Et quand il y a eu les problèmes avec l'Afghanistan, et les Américains en Afghanistan, etc., j'avais raconté ça, il m'avait demandé comment ça se faisait que très souvent j'étais ailleurs dans ma tête, et j'avais raconté un truc, ça que j'avais jamais... C'est la première fois que j'en parlais. Maintenant, je peux en parler, je n'avais jamais eu l'idée d'en parler. Il est arrivé en courant comme un fou, il a garé son fourgon, il est descendu, il est arrivé chez moi, il m'a dit « Les Américains t'ont cassé ta baraque ». Donc c'est... En fait, on vit aussi dans ces endroits parce qu'on est des rêveurs, on est des indisciplinés, enfin, pas pour le boulot, des indisciplinés dans la tête, quoi. Et on vit ici... parce qu'il y a toute une part de rêve, d'imagination, de qu'est-ce qu'on peut faire. Regardez cette colline là-haut. Là. De là-haut, au tout début, je me promenais, je regardais ici. Parce que j'étudiais pendant 1 an la course du soleil pour l'orientation de la maison, la conception de la maison, au fil des saisons, pour avoir le point parfait. Voilà. D'en haut, je regardais... Ça avait tout le même aspect que si vous regardez là-haut. Une espèce de truc gris, marron, là. Des roumias, là. Voilà, ça en face, là. Voilà. Maintenant, si je monte là-haut, que je regarde ici, c'est l'oasis. Parce que tous ces restanques bâtis, tous ces trucs gagnés sur le rocher, la terre rapportée, charriée de partout, les caillasses rapportées de partout, ça a fait ça, et ça fait que, après, il y a des bêtes... Il y a du fumier et il y a la vie qui s'installe, les oiseaux qui arrivent, des trucs comme ça. Il y a une race là, dans cette petite restanque qui restait, de poireaux sauvages. La mémé d'à côté me disait, on venait de très loin parce que ici, sur ce terrain, il y avait des poireaux sauvages qui ne sont pas ailleurs. Là, je vais les repiquer pour pas que ça se perde, ça. Donc c'est... À partir du moment où on vit dans un endroit, on va le changer, cet endroit. Il faut essayer de ne pas trop le changer non plus. Mais ça, on est obligé. Hein, parce que là, j'avais pas de morille. Depuis que j'y mets de la potasse, il y a de la morille. Hein, voilà. Bon. Et c'est tant mieux, c'est pas toujours pour un mal. Mais oui, parce qu'au début, il y avait carrément rien du tout. Quand vous dites, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas... De la ferme à côté, vous avez vu le hangar, là. Elle disait, quand elle vient me voir, parce qu'elle s'ennuie, des fois l'hiver on fait la veillée, on tchatche. Ou alors elle vient, elle s'assoit sur une chaise, elle me regarde travailler. Et à chaque fois elle regarde autour, elle me dit, jamais j'aurais pensé qu'un jour il y ait une campagne ici. Elle appelle ça une campagne. Parce qu'elle est née en bas, elle s'est mariée avec celui-là, là, parce que c'était une possibilité de vie. Et elle venait ici garder les chèvres et les moutons, et pour elle, c'était dans les ravins. J'ai gardé dans les ravins, c'était vraiment le cul du monde, là, quoi. Il y avait rien à faire ici, c'était sec, il n'y avait rien, quoi. Et en fait, maintenant, on le voit qu'il y a une possibilité ici. Mais vous savez habiter d'abord à Forcalquier. Alors, comment c'était Forcalquier il y a 30 ans? Et qu'est-ce qui a changé par rapport à aujourd'hui, la vie de Forcalquier aujourd'hui, avant que vous veniez ici à Vachères? Forcalquier, il y avait une ambiance un peu familiale, les gens se connaissaient, on riait, on organisait des trucs. Il y avait ce qu'on appelait, ce que certains appelaient les babacools, que d'autres appelaient les curbias. Les comment? Les curbias. Les curbias, c'est celui qui va te manger ce que tu as dans ton sac. Mais en fait, c'était les appellations, selon la personne qui te donnait l'appellation, changeaient. Moi, pour les babacools, j'étais une bourgeoise.
Pour les bourgeois, j'étais une prolo. Pour les prolos, j'étais une babacool, et etc., etc. Et puis il y en avait qui aggravaient le cas parce qu'ils étaient en plus étrangers. Donc il y avait cet esprit que, comme beaucoup de gens sont arrivés, on a fait beaucoup de pubs sur le Luberon, donc il est venu plein de gens. Donc ces gens s'adaptent lentement. Ils ne connaissent pas tout d'un coup. Donc les ambiances changent. Ça ne veut pas dire que ça soit pire, hein. Ça évolue, c'est différent. Mais c'était petit avant, il y a beaucoup de monde maintenant. Donc c'était un peu familial. On se charriait, si on allait aux courses, tout le monde se connaissait, tout le monde s'en sortait une. Mais c'est certainement mieux sur le plan culturel aussi, parce qu'il y a plein de choses qui se font à Forcalquier. Je ne peux pas dire grand-chose sur Forcalquier parce que c'est que l'évolution d'une ville, quoi. C'est pas comme l'esprit des gens ici. Là, ça a changé beaucoup. Parce que c'est d'abord un outil qui, moi, me sert très peu, la télévision, leur a apporté quand même pas mal de choses qu'ils ne savaient pas, où ils étaient totalement bloqués. Et alors, il y a eu des mieux et des choses qui sont... Moi, ce que je trouve vraiment désastreux ici, c'est que dans le temps, les gens croient que c'était le désert. Non, il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Il y avait des grosses familles, les fermes se rencontraient. Le dimanche, c'était quand même un jour sacré. Ils se rencontraient, ils faisaient des veillées, il y avait des bals, les gens se rencontraient. Maintenant, ils ont tous des yeux carrés sur Internet ou sur la télé ou des plans comme ça, même là dans les campagnes. Les jeunes ne se rencontrent plus, à part ceux qui sont au lycée ou au collège, mais ceux qui sortent pour faire une formation, c'est le désert, c'est la misère affective totale. Ils ne savent pas. Des fois, je disais à un de mes fils, alors, t'as pas une copine? Où tu la trouves la copine là, en soulevant une cagette? Voilà. Et ça, c'est dramatique parce que quand je discute avec tous, c'est pas parce que Marcel, il est timide et que Paul, etc., ou qu'il travaille. Bon, ils bossent et ils n'ont pas envie d'aller dans des lieux style boîte ou bar parce qu'ils savent que c'est pas vraiment les gens qu'ils ont envie de rencontrer qui vont voir là. Alors que dans le temps, d'un même milieu, ils allaient se rencontrer justement dans ces veillées, on se rendait le temps. C'est-à-dire que, se rendre le temps, c'est-à-dire que je vais t'aider à faire tes moissons et toi tu viendras m'aider après. Je vais t'aider au cochon, tu viendras m'aider pour le mien. J'ai un problème avec le cheval, après oui il m'en manque un qui est malade, voilà, on se rendait le temps. Il n'y avait pas d'histoire de blague ou de travail, machin. Alors que maintenant les choses sont un peu plus aseptisées, bien rangées, bien propres, bien... Et je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, quels sont leurs loisirs, quelles sont leurs aspirations, mais moi j'ai l'impression qu'ils s'ennuient un peu, quoi. Ou alors ils ont la passion, un c'est la moto, l'autre c'est le cheval, ou je ne sais pas quoi, mais ça va être restreint comme truc. Hein. Et comme à l'école en plus c'est rare de leur donner envie d'apprendre, après il reste plus lourd. Hein. Mais vous débordez d'activités. Oui, mais moi, je suis un fossile. Moi, c'est une autre époque. Ça, les jeunes aussi, ils ont des activités, mais j'ai l'impression qu'ils sont cloisonnés dans des trucs... Je me mets à parler comme les vieux maintenant. J'ai raison de dire que je suis un fossile. Par exemple, je discute avec des jeunes, les filles, hein, question, puisqu'on parle d'espèce de solitude, là. Eh bien, elles vont se mettre les fringues machin, les trucs, elles vont s'identifier au maximum, quitte à être anorexique, à la nana qui est sur le journal. Mais là-dedans, ça ne suit pas dans la tête. Elles n'ont pas cette espèce de liberté, de truc à l'aise et tout va bien. Non, ça ne va pas si bien que ça. Hein. C'est tout de la poudre aux yeux, il ne faut pas gratter trop loin. Hein. Donc il y a ça que je trouve qui a changé en mal. Ce qui a changé en bien, c'est que le fait que les gens... prennent l'habitude d'entendre un autre discours, de voir d'autres gens, de voir des gens à l'aise à la télé ou je ne sais pas quoi, ou à la radio ou quoi, ils sont de meilleure foi. Oui, et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui y penseront peut-être, parce que c'est
dans le temps, les gens ne disaient que très rarement, ou sauf quelques originaux, les choses qu'ils pensaient vraiment. Tu allais voir Léonce parce que tu voulais acheter un bout de terrain, et il te disait oui, 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 on en parlera, oui, oui, mais bien sûr, oui, tu voudrais, ben oui, non, non, on en parlera. Ben, Léonce, je voudrais quand même qu'on en parle maintenant, parce que moi je voudrais savoir de combien d'argent je peux dire. Mais disposez, disposez. Qu'à la fin, tu as envie de le prendre la tête, tu vois, d'attraper sur une pierre jusqu'à ce qu'il te donne une réponse, tu vois. Et ça a changé. Tu vas, tu dis, bon, attends, je vais te poser une question et tu vas me répondre. Oui ou non, c'est tout simple. Il marque un temps d'arrêt, il te répond oui ou non. Et ça n'existait pas avant. Mais même les mêmes, hein, je te parle de 40 ans après. Donc, ils ont pris quand même l'habitude d'entendre un certain discours, de voir certaines personnes, de donner leur avis, d'intervenir. Avant, jamais. Tu pouvais crever à côté, jamais personne n'allait bronquer, tu vois. Et là, ils commencent à parler, à donner leur avis. Ça, c'est bien, je trouve. Mona a beau dire qu'elle est un fossile, elle n'arrête jamais de bouger et d'agir. Elle est non seulement éleveuse de volailles et de lapins, jardinière de son ravin, artisane justement de fossiles, mais elle est aussi un redoutable constructeur de maisons, une grande connaisseuse de la géologie de notre région et également peintre dans ses moments libres. Il y aurait beaucoup à raconter, par exemple, sur sa façon d'élever des bêtes et sa surprenante capacité d'endormir des lapins simplement en les caressant. Mais aujourd'hui, nous évoquerons surtout son travail avec les fossiles. Ah oui, celle-là, je voulais celle-là, celle-là. On va les emballer tous ensemble, tu les donneras à la maison. Hein. Ouais, comme ça, Alors Mona, les marchés? Comment? Quoi, les marchés? Les marchés, pour moi, ils démarrent de mars et ils s'arrêtent en septembre. Et c'est non-stop, mais il faut comprendre aussi que quand tu as une activité saisonnière, eh bien, c'est normal que tu le doubles le travail par rapport à si tu travaillais sur un rythme plus lent. Donc, comme ce n'est pas ma seule activité, c'est vrai qu'il arrive septembre. J'ai tendance à avoir des migraines ophtalmiques, à plus tenir sur les jambes et tout, mais bon, c'est moi qui l'ai voulu, hein, c'est comme ça. Et tous ceux qui sont là, ce matin, je discutais avec eux parce qu'ils étaient tous très fatigués. Et je leur demandais s'ils se rappelaient de ce film « On achève bien les chevaux ». C'était un marathon de balles, de danse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc. Il fallait danser 24 heures. Voilà. Avec des gens qui, je ne sais pas par quel système de leur pensée, appréciaient de voir les gens souffrir comme ça. Et je leur disais, ça me fait penser, le marché, surtout à la fin de la saison, ça me fait penser à ça, à des spectateurs qui regardent et tout le monde qui est sur les rotules, il y en a qui font les nocturnes, il y en a qui font 7 marchés plus 2 nocturnes et qui sont totalement sur les rotules, quoi. Et là, il repartait à son stand et je lui disais, allez, le bal n'est pas fini, encore un tour de piste. Qu'est-ce qui est si fatigant dans le marché? C'est de se lever à 5h30, de charger, généralement on reste chargé, mais de faire la route, c'est des fois 3/4 d'heure de route. Ensuite déballer, c'est-à-dire faire des choses, des gestes toujours les mêmes. Ensuite, les gens, les questions. Et puis c'est non-stop. Les gens se disent, tiens, c'est un travail, c'est la demi-journée. Mais non, ça fait 14 heures de boulot. Parce qu'on ne s'arrête pas, bien sûr, entre midi et 2. On commence à remballer vers 14 heures. Ensuite, il y a toute la route au retour. Et moi, je rentre chez moi à 16 heures. Donc, je suis partie vers 6 heures et je rentre chez moi à 16 heures. Et en rentrant, j'ai les bêtes, parce que c'est ma deuxième activité. Il y a toujours du linge, de la cuisine, rangé, les paperasses, le machin. Je ne suis jamais couchée avant 11h30, minuit.
Et donc c'est ce manque de sommeil accumulé et qui fait que des fois, ça repose pas trop de dormir en conduisant. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plein de mômes qui s'arrêtent devant le stand. Les pierres et les fossiles, ça les fascine. Hein. Alors d'abord, ils sont fascinés, ils aiment beaucoup. Ensuite, il faut dire aussi que chaque enfant qui vient a son petit cadeau. Et ça, je ne sais pas ce que ça leur fait. Au début, je ne m'en étais pas aperçue. Et chaque enfant qui me discute avec moi me rappelle qu'il était là l'année dernière et que je lui avais donné ceci. En fait, ils n'ont pas un souvenir de ce qu'ils ont acheté. Ils ont le souvenir du petit machin qu'ils ont eu et de ce que je leur ai dit, comment on a parlé, ce que je leur ai expliqué. Et ça... En fait, il y a beaucoup d'enfants qui reviennent, c'est ça que je voulais dire. Il y a ceux qui passent et il y a ceux qui reviennent. Qui discutent avec moi, qu'ils ont appris quelque chose, qu'ils ont vu un truc, qu'ils ont fait une excursion et ils me posent des questions, ils reviennent, ils sont très intéressés. Alors tout à l'heure, il y avait une petite Anglaise qui revient apparemment toutes les semaines et elle, c'était pas pour discuter, c'était à cause de son sourire, le cadeau. Ils ont tous un cadeau, qu'ils ne soient pas souriants, qu'ils ne disent pas merci, qu'ils ne soient pas beaux ou blonds ou bruns, ils ont tous le cadeau. Mais avec ces deux-là, c'est devenu un jeu parce que elle vient acheter, des fois, pour le cadeau, elle revient plusieurs fois dans la matinée. Et c'est vrai, elle, c'est particulier, elle ne regarde pas du tout ce qu'elle a acheté et elle part en courant montrer à tout le monde le cadeau qu'elle a eu. C'est très curieux. Mais chaque année, alors ça doit faire... Et je les vois grandir. Et c'est pas le même discours d'une année sur l'autre. C'est passionnant. Parce que je prends le temps, j'ai du matériel pour leur expliquer aussi. J'ai pas mal de matériel, comme j'ai récupéré chez le poissonnier, par exemple, le bec de poulpe. Hein, bon, ça s'appelle pas... bon. Pour leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'un céphalopode, comment il se nourrit, comment il se déplace. J'ai plein de matériel parce qu'ils arrivent tous en disant « Regarde les escargots ». Je dis « Non, ce n'est pas des escargots, c'est des ammonites ». Et j'explique. Et le fait de leur expliquer, ça les intéresse. Chez eux, tout l'hiver, ou alors à l'école ou en balade, ils apprennent des choses, ils reviennent avec d'autres questions. Ou des photos, c'est passionnant. Des fois, je ne peux pas trop m'en occuper parce qu'il y a des adultes qui veulent des choses. Mais sinon, les enfants, souvent, donnent la réponse aux parents, qui viennent de sortir une énormité. Et les enfants corrigent les parents, très souvent. Et sur les énormités, je fais un book. J'ai un book sur les énormités. T'as vu ce dinosaure? Mais ça, on l'avait vu, tu sais, dans une grosse pierre un jour. En Crète. Alors ça, c'est le genre d'énormité que les gens disent à leurs enfants. Alors en montrant un nodule d'agate, la mère qui dit à son fils, tu vois, ça c'est une boule de gaz qui en se refroidissant a coincé de l'air. C'est extraordinaire ça. Une autre, regarde Chantal, des dents de baleine, en montrant des dents de requin. Tu vois, ça c'est vraiment des dents de baleine. Et elle lui dit, tu sais, c'est méchant les baleines, ça vous mord. Et la fille qui la reprend, qui lui dit, mais voyons maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais les baleines, ça a des fanons, ça n'a pas des dents, mais vraiment tu racontes n'importe quoi. Ah bon? Alors celle-là aussi, elle est pas mal. Je les ai notées et je m'en souviens. C'est quoi ça, madame? Ça, c'est une ammonite, madame. C'est vieux. Ben, celle-là, par exemple, elle est datée de 180 millions d'années. Oh, avant ou après Jésus-Christ? Ah oui, sur les ammonites. Ce que j'ai entendu aussi sur les ammonites. C'est quoi ça, madame? C'est un escargot? Mais non, c'est une ammonite. Et alors là, comme si elle n'avait pas entendu, elle se tourne vers son fils. Tu vois, ça, c'est les escargots que mangeaient les hommes préhistoriques. Ah oui, tu vois, ça c'est des fossiles. À chaque fois qu'un météorite frappe la Terre, tout ce qui est à haute cour est d'un coup pétrifié. Ah bon, tu es sûr, papa? Ça peut nous arriver à nous aussi. Ah ben non, nous non. Elle est merveilleuse, celle-là. L'année dernière aussi, il arrive un bonhomme, là, il me dit
mais qu'est-ce que c'est ça exactement, madame? Je dis, mais ça c'est des ammonites. Alors je lui explique exactement comment c'est une ammonite, etc. Je lui montre une ammonite ici au milieu pour qu'il voit le siphon. Je lui dis, mais pour que vous compreniez bien, peut-être qu'en comparant avec le nautile, mais sauf que le nautile il a un siphon central. Vous connaissez le nautile? Et là il me regarde et il me dit, ben non, vous savez, nous on n'est pas d'ici. Hein. Il y a beaucoup de nationalités, mais j'ai remarqué, on a tous remarqué qu'il y a une chose qui est curieuse. En juillet, alors bon, moi j'ai ce matériel-là, mais d'autres produits, il y a toute une catégorie de gens qui vont se précipiter sur tel produit. Et on va vendre sans arrêt tel produit. Elle va vendre telle sorte de foulard, telle couleur, lui telle sorte de chaussures, moi telle sorte de pierre. Et puis on passe au mois d'août, plus personne ne regarde cette catégorie de choses-là. Et ça c'est typique. Et on a beaucoup discuté de ça et on ne sait pas vraiment. Alors c'est des gens qui prennent leurs vacances au même moment. Il est vrai par exemple que ceux qui prennent leurs vacances hors saison ne sont pas les mêmes. Ils ont besoin de tranquillité, tout ça. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'ils ont à peu près les mêmes goûts. Et ça on le voit vraiment tous les jours, chaque année, ça se reproduit. Mais ça pourrait se comprendre sur les vêtements, par exemple, parce qu'il y a des modes, mais sur les pierres ou les fossiles? Plein de choses. Par exemple, ces arthropodes, tout le mois de juillet, j'en ai vendu 0. Et là, j'en vends. C'est très curieux. Ce qu'il faut savoir aussi des marchés, c'est qu'il y a des gens qui ont une vie, je me demande même comment ils tiennent. Moi, je parle de mes 2 activités, c'est pas facile, mais je suis mon propre patron. Eh bien, il y a des gens qui remballent très vite et qui ont un travail à mi-temps chez quelqu'un d'autre. J'ai une amie qui part après, qui travaille, qui est serveuse dans un bar et qui travaille jusqu'à 1h du matin après dans le bar. Le lendemain, elle va déballer, elle rentre, elle prend sa douche, elle repart. Je ne sais pas comment ils font. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont une double vie comme ça, avec 2 métiers. Normalement, dans ces émissions Charadis, nous évoquons l'évolution de notre région depuis une trentaine, parfois jusqu'à 70 années. Avec Mona Jourdan, qui vit sur une petite ferme à Vachères dans les Alpes de Haute-Provence, on peut parler des transformations depuis des millions d'années. Mona, c'était comment avant ici? Avant quoi? Avant. Il y a très longtemps ou longtemps parce que je pourrais dire comment c'était, il n'y a pas grand monde qui peut vraiment dire comment c'était, mais comment c'était, qu'est-ce qui a provoqué par exemple que c'est comme ça aujourd'hui? Ça c'est très ancien. Ça commence au cycle hercynien, c'est-à-dire il y a 380 millions d'années. Il y avait une grande chaîne de montagnes qui allait jusqu'à chez toi en Angleterre. Et après, ça s'est érodé et il y a eu après, une fois que ça s'est érodé, il y a eu un tas de sédiments. Et puis, pendant des millions d'années, il n'y a eu que des transgressions et des régressions marines et des mouvements orogéniques qui parfois venaient du sud et parfois formaient des compressions venant du nord et du sud. Parce que derrière chez nous, là, vers... au nord, enfin c'est descendu jusque vers Sisteron à une époque, mais il y avait la mer alpine. Et notre mer, qui allait devenir notre Méditerranée, elle n'a fait qu'avancer et descendre. En suivant des mouvements qui venaient par la tectonique des plaques. Par exemple, le plateau africain, quand il a avancé vers nous, il n'a pas toujours avancé directement. Des fois, c'était en biais. Et au départ, la Pangée, c'était qu'un grand continent qui petit à petit s'est morcelé. Là où on se trouve aujourd'hui, on n'était pas du tout à la même situation, qui faisait le même climat. Donc par exemple au Crétacé qui a formé le squelette de notre région,
tous les massifs, tous les rochers qu'on voit, les gorges du Verdon, la Sainte-Baume, la Sainte-Victoire, ces montagnes qu'on voit apparaître, hein, l'Urgonien, c'est aptien barémien, c'est à peu près 100 millions d'années. Là-dessus, à chaque fois que la mer est revenue, elle a déposé des sédiments. Ça a formé par exemple toutes les évaporites ou au Miocène les molasses qu'on exploite avec cette roche un peu tendre. Les gypses, je veux dire, tous ces terrains ici, ils sont le résultat d'une succession d'accidents, de compressions. À chaque fois que, par exemple, pourquoi il y a les massifs qui sont tous parallèles? Pour cette raison-là. Par exemple, la Sainte-Baume, Sainte-Victoire, le Luberon, Lure, ils ont tous une orientation est-ouest. Et à chaque fois qu'il y a eu des phases de compression, après il y a eu des phases de décompression. C'est-à-dire que dans les déformations, elles sont soit élastiques, soit plastiques, soit forment des cassures. Quand elles sont élastiques, ça compresse et après ça relâche. Pour le comprendre, par exemple, si je pose une nappe ou un dessus de lit sur un lit, bon, une nappe sur une table, et qu'avec mes mains, je pousse en avant, je vais former des plis. Si je continue à pousser, ces plis, ils risquent de se coucher les uns sur les autres. Voilà. Si sur la nappe, je mets du sable et que je bouge dans plusieurs sens, il va se former tout un tas de plis, de cassures. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Au Miocène, la mer, elle est revenue, elle est montée presque... elle est passée à Lyon, elle est remontée en Suisse. Mais sur une bande, ça devait aller de l'axe de Nice à Digne, par là. C'était une bande de mer qui montait, qui a encore lâché des dépôts. Mais donc, ces terrains où on est là, actuellement, qui sont de l'Oligocène, c'était à cette époque-là, donc à l'époque de l'Oligocène, un climat chaud, avec plein de lacs qui s'étaient formés justement dans la place laissée libre. L'eau avait formé, parce qu'à l'époque, la Durance, elle ne se jetait pas dans la mer, dans le Rhône, elle se jetait dans la mer. Et cette grande faille de la Durance, tout l'axe de la faille de Nîmes jusqu'à la faille de la Durance, c'est qu'un accident de faille. Je veux dire, c'est tellement, pour expliquer, c'est tellement compliqué. Il y a tellement de choses à expliquer. C'est tellement immense. Ici, par exemple, les vieux disent que les chiens se perdent. En fait, ils tombent souvent dans ces trous. C'est un karst, c'est-à-dire que c'est toute une croûte formée d'aveines, de trous, qui ont été formés par les acides de l'eau. Et c'est vrai que les chiens se perdent. J'en ai déjà sauvé 2, moi. Et notamment un bébé chien à ma voisine que j'entendais couiner. On ne voyait rien, on ne voyait même pas le trou. Et il était tout au fond. Et tous ces terrains, l'eau circule. On la voit guère. Hein. On la voit guère, on en manque cruellement. Mais de l'eau circule dans ce karst. Mais toi, tu trouves des poissons, quoi, des fossiles. Mais les poissons, ça dépend, j'imagine, la période. Je veux dire, peut-être chaque... Justement, on est dans des terrains oligocènes. Donc les poissons qu'on a pu trouver, tout ce qui est au musée de Vachères et compagnie, ça a été trouvé dans ces terrains oligocènes. Parce que il y avait ces lacs, il y avait des oiseaux, palmipèdes, des chassiers, même des colibris, puisque c'était très chaud. Il y avait des nénuphars, il y avait ce petit escargot d'eau, là, le limné, là, qui est responsable de la douve, qui est l'hôte intermédiaire entre... Enfin bref. Il y avait des gazelles, crocodiles, c'était très riche. Et juste avant, c'était des grandes plaines fertiles parce qu'il y avait eu plein d'alluvions. Et il y avait des grands bestiaux qui paissaient jusqu'à dans ces plaines fertiles. Mais c'était aucun rapport avec le climat, aucun rapport avec la géographie. C'était totalement différent. Mais quand vous regardez au loin, devant vous, autour de vous, vous imaginez la mer, vous la voyez? Ah, mais disons que quand je travaillais à chercher les poissons, que ça m'intéressait, que j'étudiais, que ça me plaisait, et que je regardais, que je m'amusais à faire les cartes des petits courants d'eau, etc. Au bout d'un moment que je travaillais, j'y étais total.
Ah, j'y étais. Et si quelqu'un venait me parler, je faisais un bond comme ça. Parce que, en plus, il y a toujours un peu le lignite qui ressort et qui fait une drôle d'odeur qui entête un peu, qui aide à se trouver 35 millions d'années plus tôt. Dernièrement, ça a beaucoup changé ici. Il y a beaucoup plus de tourisme, beaucoup moins de paysans. Ah, et c'est là qu'on arrive sur le parc du Luberon, non? Par exemple, C'est tellement fort que je l'ai entendu. Bon, c'est vrai que je ne sais pas s'ils sont vraiment aperçus ou si ça s'est fait tout seul. Bon, le parc du Luberon dit qu'ils n'ont pas fait la promotion touristique de ce pays. Bon, je veux bien le croire. Et puis je veux bien croire aussi que c'est parce qu'il fait beau et chaud que ça s'est fait tout seul. Mais on a un peu aidé, il faut reconnaître quand même, des fois il faut reconnaître, on a un peu aidé. Et donc, tous les gens qui ont fait ce pays ont le problème de voir leurs enfants louer un machin sordide et minable au nord de Apt ou dans un bled à des prix incroyables. Voilà pourquoi les jeunes restent de plus en plus à la ferme, essaient de se faire une bicoque dans un coin ou un machin. C'est pas qu'ils sont plantés dans les jupons des parents, c'est que on n'a plus les moyens de vivre en Luberon. C'est plus pour nous. Ou alors il faut vraiment hériter de quelque part, quoi. Mais en bossant, je connais pas grand monde qui arrive à acheter le terrain et bâtir la maison en bossant. Alors, on a fait tout ça bien beau, il faut qu'on prenne le bas du champ, qu'on monte vers la Haute-Ardèche ou se geler ailleurs, pour que les autres ils s'installent ici dans nos maisons qu'on a fait, tu comprends? Bon. Alors, bon, évidemment, moi, il n'est pas né celui qui va venir s'installer dans mes caillasses, là. Mais combien il y en a, combien je vois, moi, sur les marchés. Je parle avec des gens. Des gens qui sont tranquilles sur leur terrasse et qui arrivent. On va pas dire encore les Américains, mais c'est pas de leur faute, c'est encore les Américains. Merde, ça tombe toujours sur eux. Qui arrivent, qui disent voilà, on voudrait acheter votre maison. Mais attends, c'est pas des conneries. On voudrait acheter votre maison. Ah, mais vous vous trompez, on n'a pas mis en vente la maison. Mais à combien vous l'estimez votre maison? Ah, ben il y a la cousine qui m'a dit que le facteur qui m'a dit que ça vaut bien tant. Hein. Ben moi, je vous en donne tant. Et il y a énormément de gens, style Roussillon, Gordes, la campagne, aux alentours, plus vers là-bas qu'ici, qui s'en vont. Parce qu'ils se disent, ben avec ce pognon, on est peinard, on se met près de la ville, on a le Toubib, on a le supermarché ou je sais pas quel truc. Et voilà. Et après, il s'installe des gens qui arrivent souvent d'endroits où ils n'ont aucun problème d'eau, qui n'ont pas la conscience de ça, du problème d'eau, qui n'ont pas la conscience d'un tas de choses d'ailleurs, qui l'auront peut-être après, mais pas en arrivant. Et tu as des villages qui dépassent comme, je ne sais pas moi, Apt 6 fois son quota de flotte, et je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas. Parce que ces gens sont quand même là, surtout l'été. Et l'hiver, c'est le désert. Et c'est quand même les gens qui vivent là depuis longtemps qui savent qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan culturel, machin. Je ne dis pas que les autres ils sont nuls, hein, ils feront certainement des trucs bien. Hein. Mais quand même, on n'est pas là. Nous, on n'est pas là. On vit l'hiver aussi. Alors toi, on te demande à toi, en plein été, quand c'est la canicule, que tu vas manger tout l'hiver avec ton jardin, qu'on te dit, hop, il faut arrêter d'arroser. Et puis que tu entends que l'autre à Gordes, il ouvre le robinet quand il arrive, pour que les gosses jouent avec la petite rivière que ça fait, qu'ils font des petits ponts, des petites maisons, des petits machins. Et toi, on te dit, il ne faut pas arroser. Bon, alors qu'est-ce que tu fais l'hiver? Tu te tapes encore une citerne, allez les gâcher. Mais bon, au bout d'un moment, basta cause, tu comprends, parce que
il faut que tout le monde prenne un peu conscience et c'est pas le tout de dire regardez comme c'est beau et tout. Il faut et qu'on vive tous du tourisme ou du machin. Mais il y a 2 saisons ici, hein, et il faut penser à l'autre saison. Hein. Qu'est-ce qu'on fait après? Moi, j'achète la farine à machin. Il faut pas dire les noms, je crois, dans les trucs. Hein. Bon, il y en a un derrière la colline, là, tu vois. Il fait de la très bonne farine d'épeautre. Donc j'achète la farine d'épeautre à celui-là. L'autre, au-dessous de la Drôme, je lui achète l'huile d'olive. Bon, il faut bien acheter le sel. Hein. J'achète du sel, des produits d'entretien. Et je vais essayer de vivre au maximum de mes bêtes et du jardin. Si on me dit de plus arroser, qu'est-ce que je fais, moi? Je vis comment après l'hiver? Alors que je sais comment il faut faire. Hein. Je mets ça d'épais de couverture, je fais des retenues d'eau, je fais des citernes, Alors là, il y a une piscine olympique, j'ai rien contre cette piscine olympique, hein, à 2 kilomètres là. Mais là-dedans, il y a de la flotte que moi j'arrose 2 étés. Hein. Attends. Et quand on le vidange, le machin là, ça fait quoi? Il ne faut pas vidanger. Quand il y a la canicule comme l'été dernier, vous en avez vu quand pas vidanger? Attends. Dans la nuit, ils ont vidangé, mais ça c'est bien vidangé, hein, les trucs. Enfin, bon. Ça, c'est l'arrivée des touristes. Mais il y a aussi le parc du Luberon. Oui, c'est l'arrivée des touristes. C'est pas que l'arrivée des touristes. C'est l'arrivée des gens qui en ont marre de vivre dans des endroits quand ils n'aiment pas la pluie. Bon. Moi, c'est comme parce que j'aime bien la pluie. Mais je partirai pas. Mais des gens qui arrivent parce qu'ils aiment bien que c'est beau, qu'il y a plein de plantes, machin, que si c'est ça. Il y a des gens qui ont envie de vivre ici. Il y a des gens qui ont envie de faire quelque chose ici. Et les gens qui viennent l'été parce qu'ils ont encore leur job dans le nord, après, ils ne rêvent qu'une chose, c'est de venir s'installer ici. Quitte après, quand ils sont vieux, de remonter dans leur coin où ils sont nés, que c'est leur culture et tout. Le parc du Luberon a fait aussi, malgré qu'il le nie, la promotion touristique de ce pays, je pense aussi. Donc ce que des fois me fait un peu triste à moi, c'est quand je vois leurs publications et qu'on a pris des machins un peu hétéroclites. Là, on a pris Marcel qui avait envie de parler de ses vignes, là, on a pris Paul qui voulait parler de sa poterie, etc. Et que des gens qui sont dans le parc, parce qu'il y a encore quelques villages qui ne sont pas partis du parc. Et on a bouclé le bouquin, voilà. Ce n'est absolument pas représentatif de toute une population. Ce n'est pas représentatif de ce que pensent les gens. Parce que le pignoufle, là, à qui on dit « mettez-vous sur Internet pour vendre vos 4 truffes », il n'en a rien à cirer, il les vend, ces 4 truffes. Pourquoi il irait se mettre sur une machine qui ne comprend rien? Et c'est pas là où il comprend le moins. Où il comprend le moins, c'est tous ces outils-là. Les pays, les parcs, les communautés de communes, et le civom et le cibalom et le machin et le truc, et la notion de pays, de machin, il y comprend rien. Il y comprend rien. Alors c'est sûr qu'il y a tous ces technocrates qui croûtent avec ça et qui vont essayer de justifier leur fonction. Mais celui qui est là hein, le trufficulteur, le chevrier qui est là, l'autre en bas avec ses moutons, celui-là avec son miel, est-ce qu'il profite vraiment de tout ce truc? Est-ce que, et à la rigueur, s'il en profite un peu sans s'en apercevoir, est-ce qu'il a vraiment tout compris? Et s'il n'a pas tout compris, pourquoi il ne profiterait pas, lui, des projets leaders, des projets machins, des projets choses? Là, on va avoir la chance, j'ai appris il n'y a pas longtemps, que l'exemple qui avait été fait en Alsace, pour la région, c'est-à-dire de gérer soi-même ses dossiers, on va avoir la chance de le faire ici. Hein. Donc c'est le moment ou jamais de présenter des projets dans les communes. On a envie de restaurer le four banal ou je ne sais rien, moi. Bon. Ou telle calade ou tel truc, je ne sais rien. Bon. Mais si on sait rien, justement, comme moi, mais il y en a qui savent encore moins que moi, figurez-vous. Eh oui. Et moi, je ne pensais pas seulement à ça, je pensais aussi aux contraintes que ça peut apporter. Parce que là, en effet, on a le sentiment de gens qui sont un petit peu laissés sur le côté, dont on oublie même jusqu'à l'existence, et tout se passe au-dessus de leur tête, en quelque sorte. Mais il y a aussi des contraintes qui arrivent jusqu'à eux. Ah ben, alors, il y a une contrainte qui a été incroyable, c'est qu'il y a une fille qui habitait dans Rapt. Je donne un exemple. Hein. Le parc du Luberon veut faire
en sorte que tous les panneaux de signalisation soient les mêmes. Moi, je pense que l'uniformité tue le goût. On a toujours été un peu des indisciplinés ici. On avait tous nos petits machins et c'est pas toujours moche. Alors c'est sûr que quand on va montrer sur une publication du parc un immense machin pour vendre les poireaux et les carottes et les pommes là, de 4 hectares de haut, c'est sûr que c'est pas beau. C'est pas plus moche que les gros panneaux de supermarché. Hein, bon. Mais d'accord, c'est pas beau. Bon. Mais à partir du moment où c'est pas beau, on peut aller voir les gens, dire attention Marcel, tu es en train de nous faire un truc qui est vraiment trop moche, attends, on va plus rien, on va côté panneaux de matelas ou de machin ou de trucs, d'accord. Mais il y a des gens qui font des petits panneaux parce qu'ils vendent du fromage de chèvre ou de ceci ou de cela, qui sont pas avec le logo du parc du Luberon, mais qui sont très jolis comme petits panneaux. Et c'est sympa, ça change. Il ne faut pas s'imaginer que c'est que là qui a le meilleur goût d'équilibre, d'esthétique, de rapport de forme qui va servir à toute l'humanité. Ils ne sont pas les seuls à avoir le monopole de l'idée ou du goût, ou de ceci ou de cela, ou de l'équilibre ou de ceci. Et bon, il y a une fille qui habitait dans Apt, qui avait une boutique. On lui a enlevé son panneau parce qu'il n'était pas réglementaire. Et comme elle était dans une rue perpendiculaire, elle n'a pas pu bosser, la fille. Hein. À la fin de la saison, elle a fermé. Mais ça, c'est pas important. C'est pas important qu'elle a perdu tout l'argent qu'elle avait investi. C'est pas important. Le principal, c'est que tous les panneaux soient les mêmes. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui est nouveau, enfin relativement qui a changé depuis 1974. C'est cette logoisation du paysage. Mais oui, il faut que... C'est la caricature des journaux et des publications sur papier glacé, avec la photo, le machin. Il faut que tout ce qu'ils appellent l'environnement, que moi j'appelle la nature où on vit, parce que c'est pas à nous tout ça, hein. C'est pas parce qu'on est des êtres vivants que c'est à nous. Les arbres, les animaux, les pierres, les machins, c'est pas tout à nous, hein. Bon. Eh bien, il faut que ce soit tout ça qui ressemble aux petits journaux et aux petits machins, aux petits papiers. Comme ça, on a vraiment l'impression qu'on devient Dieu. Voilà. Eh oui. Alors, on a un petit peu oublié les paysans, parce qu'ici, la Haute-Provence, c'était quand même une région des paysans. Il y avait beaucoup de monde, comme on nous dit. Et en fait, depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez vu qu'il y a des paysans qui en ont moins? Et il y en a personne qui reprennent les terres. Comment ça se passe ici à Vachères? Alors, moi je connais à peu près 5 éleveurs de moutons qui ont arrêté et un qui est arrivé. Ensuite, je connais à l'heure actuelle cette ferme ici, celle qui est là-bas, qui a encore des bêtes. Sinon, terminé. Terminé parce que plus personne n'arrive à bosser comme ils ont bossé. La mémé qui habite ici, dont je parlais tout à l'heure, là, celle qui est née plus bas et qui est allée vivre là, elle s'est mariée avec un des frères. Elle s'est donc occupée des autres. Après, les parents sont morts et se sont retrouvés seuls parce que la fille est partie. Les gens n'avaient plus envie, les jeunes n'avaient plus envie de travailler comme ils ont travaillé. Elle partait laver le linge en bas dans les ravins, dans les trous d'eau. Et c'est 3 kilomètres à peu près. Elle lavait le linge à la cendre. Moi, je prends toujours des notes sur comment elle faisait ceci et cela. Ils avaient encore les vignes à l'époque. Ils avaient fait les cuves à vin dans la cave. Ils avaient acheté ces cuves en kit à Apt. Il est monté dans la cave. Mais il y a très longtemps de ça, hein, déjà. Ils faisaient le pain pour les gens autour. Généralement, c'était là. Ou alors, il y avait une autre ferme là-haut. Ils avaient tous des moutons, les bêtes. Ils plantaient des pois chiches, des lentilles. Ils avaient le jardin. Et ils avaient tout... Ils allaient de temps en temps au marché. Mais surtout, ils ont bossé comme c'est pas possible de le dire. La ferme qui était là-bas, un des frères était mort. L'autre, il avait reçu un coup de pied de cheval, il était mort aussi. Et la fille s'est retrouvée seule. C'est une femme qui est morte à 65 ans. Mais à 16 ans, c'est incroyable. Moi, ça me faisait toujours rigoler quand les autres ils disaient qu'en parlant de moi, tu mets mon âne à une mule à une charrette, la mule crève avant. Mais elle a travaillé. Elle a travaillé vraiment. Que c'est même pas possible de penser à ça. De penser comment on peut bosser comme ça. Après, elle s'est mariée avec un qui était dans les Alpes. Elle a eu 5 enfants. Mais
au fur et à mesure qu'ils ont grandi, ils n'ont fait que ça, de bosser. À peine ils avaient un peu plus à peine ils étaient un peu plus grands, oui. Mais chacun avait son utilité, son emploi. L'école, c'était presque, il fallait y aller, mais c'était un manque de main-d'œuvre grave sur la ferme, quoi, parce qu'il y avait vraiment, vraiment du boulot. Ils ont fait des citernes, ils ont tout fait, quoi, je veux dire. Alors c'est sûr que même ceux qui sont restés, qui ont maintenant la soixantaine, les enfants n'ont pas du tout envie de vivre comme ça. Tu vois, l'autre jour, quand on parlait des clôtures électriques, que telle clôture, ça peut durer tant d'années ou tant de machins, et que mes fils, ça pourra leur servir, mais ils n'ont pas envie d'avoir la vie que j'ai eue, mes fils. Pas du tout. Je suis sûre que... D'ailleurs, ils m'ont même dit, hein, tu prends encore des bêtes, on les tue tout de suite, à peine elles arrivent. Et donc, ces gens, ils ont tellement bossé que c'était il n'y a qu'à regarder leurs mains, il n'y a qu'à regarder leur dos. La mémé, là, elle a une coquille qui lui tient le dos, parce qu'elle a tellement charrié des ballots, des sacs de graines, des trucs, de travailler avec les bêtes et tout. Les mains, c'est des pinces qui restent comme ça, là. Alors, c'est sûr que les gens, ils s'en vont. Alors, il y a des gens qui arrivent, qui s'installent. Eux, ils se sont installés avec les moutons. En ce moment, par l'intercommunalité, on peut aider. J'ai appris des jeunes qui s'installent comme chevriers. Ça, c'est bien. Il y a des jeunes qui ont envie de s'installer. Mais si on leur dit, attention, faites plutôt du tourisme parce que l'été, il n'y a pas d'eau, ou alors, attention, il faut geler les terres, ou ceci ou cela, on ne leur donne pas envie de s'installer. C'est ça qui est dramatique, parce qu'il y a plein de trucs Pourquoi on pleure que toutes ces races disparaissent, ceci disparaît, ceci disparaît? Parce qu'on tue les petites exploitations. On n'a pas envie qu'elles existent, les petites exploitations. Il faut que ce soit des grosses machines à pognon. Il n'y a rien qui passe devant le dieu pognon. Rien. Ni politique, ni économie. Il n'y a rien qui passe devant le dieu pognon, malheureusement. C'est fini. Moi, je suis le dernier des Mohicans avec mes 4 houdins et mes poules de Bresse et mes machins. Là, je suis. Et comme il y en est. Alors, je veux bien espérer qu'un jour, il y a des gens qui ont encore envie, qui y croient, et qu'il y ait une colonne vertébrale solide. Je ne sais pas, parce qu'il faut l'avoir solide. Ouais, je disais, quand j'arrive, quand je me promène, là, que je vais vers le vieux Revest, là, des machins, des endroits comme ça, qu'il y a des vieux villages, il n'y a plus que les ruines, hein, il n'y a même plus de toiture. Que je regarde les restants, que je regarde les voûtes, les caves et tout ça. Je m'assois, des fois, je regarde et je dis, putain, mais vous avez bossé, les mecs, vous avez mis du temps, vous étiez plusieurs, mais vous avez bossé. Et tout ça, pourquoi maintenant, aujourd'hui, là, pour loger les blaireaux et les renards qui habitent dans les trous, là? Et parce que les jeunes sont partis. Donc tous ces gens, ils ont fait ça pas pour eux. Mon grand-père à 80 ans, quand il plantait un mûrier, que ça met perpète à pousser ce truc, c'est pas pour lui qu'il plantait le mûrier, mais celui dont il mangeait les mûres, il avait pas planté, c'était son grand-père qui l'avait planté. Bon. Et bien là, c'est là qu'il y a eu la cassure. C'est que tout ce qu'on a fait, est-ce que ça va servir à quelqu'un? Est-ce qu'il saura derrière chaque caillou ce qu'il y a vraiment derrière, tu vois? Et là-haut, dans les collines, là, dans ces ruinasses, là, que les gens sont partis souvent après la guerre, parce que manquait d'eau, manquait de tout. Est-ce que les gens qui voient ces ruines-là, est-ce qu'ils savent ce que ça a coûté, le prix de la vie? Mais c'était pas, malgré que c'était une vie dure et qu'on en chiait, c'était pas triste, hein? Et justement, qu'est-ce que c'était les bonheurs? Mais des bribes de moments où on boit un coup ensemble, où on fait la veillée, et on se marre des rien. Parce que justement, c'est la relâche. Et le bonheur de voir les enfants qui grandissent, les bêtes qui poussent, que tout marche bien, qu'il y a eu des fois, il y a des petites tornades ici, ou qu'il y a eu la foudre, ou qu'on a perdu ceci, ou qu'on a perdu cela, puis qu'après, qu'il y a une période de beau, et c'est fini. Et c'est ça, l'heure la plus sombre ou la plus froide, et juste avant le lever du soleil, disait l'autre.
C'était Charadis avec Mona Jourdan, une femme entre mer et colline. Une émission de Radio Zinzine.